Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, au micro du Clito, j'ai le plaisir d'accueillir un invité aux talents multiples, Benjamin Ries. Bonjour Benjamin. Bonjour Céline. Bienvenue dans cette émission. Je suis vraiment ravie de te recevoir et de pouvoir discuter avec toi d'un sujet hyper passionnant, je le dirai un peu plus tard. Merci pour ton invitation, ta proposition. En tout cas, nos échanges pour préparer cet entretien m'ont réjoui. Donc c'est joyeux. Merci. Alors Benjamin, toi, tu te définis entre autres comme un humain créatif et amoureux, passionné, vivant, un homme en mouvement sur le chemin. Et ce parcours, Benjamin, il t'a amené depuis des années à explorer les territoires des relations humaines et de l'intimité pour, dorénavant, accompagner les hommes, les femmes et les couples à se découvrir pour découvrir leur rapport au vivant. Est-ce que ça te définit correctement, Benjamin? Ouais, c'est beau. C'est beau de t'entendre. C'est vrai que humain sur le chemin, ça me permet de dire que je suis un être en mouvement et que peut-être de l'être contemplatif que je suis, ouais, ça m'a permis de voir que bah, tout est inconstant, quoi. Tout est en mouvement, que ce soit les saisons, la météo, mes humeurs, je sais pas, un peu tout ce qui se passe dans le monde, c'est vivant. Et que si j'arrête de respirer, eh ben, je suis peut-être déjà un peu mort, quoi, mort-vivant. Et donc, le fait d'être en chemin, en mouvement, ça me permet de, moi qui déteste les étiquettes et les cases, finalement, bah, ouais, je crois que j'aime bien me dire que je préfère accompagner ce qui est vivant, accompagner le vent, accompagner le souffle, accompagner mes émotions, plutôt que d'essayer de rentrer dans un métier très précis ou dans une case qui m'enferme. Moi, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de grand air, de voir grand, en fait. Bah, justement, dans cet épisode, tu vas nous parler un petit peu de cette expérience de toi en tant qu'humain. Tu vas nous permettre de plonger dans tes réflexions sur la sensualité, la sexualité, l'intimité en rapport avec les corps masculins et les hommes. Et j'en profite directement pour poser directement la première question pour toi, Benjamin. Nom d'un clito. Interview. Comme je l'ai nommé, on va parler de sensualité, sexualité, intimité en rapport avec les corps masculins. Selon toi, Benjamin, est-ce qu'un corps dit masculin définit le genre de celui ou celle dont c'est l'enveloppe charnelle? Il y aurait plusieurs niveaux de réponse. Je vais partager ce qui me vient suite à ta question. C'est que finalement, on attribue un genre, on va dire masculin ou féminin, avec un regard au moment de la naissance d'un petit être humain. Visuellement, on va définir une case, garçon-fille. Ça dure quelques instants. Il y a un certain nombre de personnes qui sont quand même nombreuses, qui deviennent intersexes. Euh, et donc les médecins sont pas capables de dire mais zut, il y a que deux cases là, ça va où ces gens-là? Donc souvent il y a des mutilations, les opèrent, alors qu'il y a aucun danger pour la santé. Donc là, voilà, sujet à part. Mais du coup, en fait, si on attribue visuellement un genre alors qu'il n'y a aucune condition biologique, ça s'appelle une construction sociale. C'est une construction culturelle. Et donc, il n'y a rien de naturel là-dedans. Et finalement, c'est peut-être les deux faces de la même pièce. Quand on dit c'est naturel, bah, ça veut dire qu'il y a du culturel. Et quand on dit c'est culturel, ça veut dire qu'il y a aussi du naturel. Voilà, l'homme, il a des qualités qui sont attribuées de manière culturelle et puis dogmatique quelque part, arbitraire. Il n'y a rien d'objectif là-dedans, c'est complètement subjectif. Si je rencontre une femme blonde américaine en mini-jupe,
je vais lui mettre une somme, un poids de croyances en quelques instants visuellement. Si je rencontre un homme racisé, bodybuildé, hyper musclé en string, je vais lui mettre aussi la couleur de mon jugement alors que je n'ai pas encore rencontré cette personne. Donc ça montre bien tout le filtre de notre perception du monde, quoi, finalement. Par rapport à la perception du monde, justement, on aurait tendance à cataloguer le côté sensuel, la sensualité au féminin. Et toi, aujourd'hui, Benjamin, dans cet épisode, tu viens nous parler de la sensualité au masculin. Alors, c'est quoi pour toi la sensualité au masculin? Pour moi, ça pourrait être justement, pour aller un petit peu plus loin que ma première réponse, ça pourrait être une façon d'appréhender ce qui est vivant. C'est-à-dire, je me sens complètement incohérent parce que avant je me sentais fâché, fermé, un peu perdu en moi tout seul. Et puis quelques instants après, parce que finalement j'arrive à m'extraire de cette sensation, j'ouvre les yeux, je me sens touché par un rayon du soleil, un chant d'oiseau, par je touche, je caresse ma main, et puis je suis en train de boire un petit jus de fruits qui me fait du bien. Et ben là, ça y est, je me sens m'ouvrir vers le monde, et en quelques instants, je suis passé d'une couleur à une autre, d'une note émotionnelle à une autre. Sauf que dans l'éducation d'un petit garçon, les émotions et surtout les incohérences, les changements d'état sont pas bienvenus. Je pense à surtout ces injonctions, ah t'es un garçon, ne pleure pas et tout ça. Donc finalement, la sensualité au masculin, elle pourrait être définie par la somme des croyances et des injonctions à transformer, à traverser. Donc si un homme ou un corps masculin doit être ceci ou cela, doit correspondre à des critères de virilité, voilà, sans rentrer dans les détails, je pense que tous et toutes, on sait à peu près de quoi on parle. Bah, du coup, si j'arrive à traverser ça et à me dire, mais je suis quand même un animal vivant qui respire et qui est traversé par des choses vivantes, des émotions, des pensées, toutes sortes d'envies, de désirs, de besoins. Euh, mais c'est ça, c'est ce que mon ventre, mon cœur, mon corps, mon sexe, ma respiration et mes sensations me dictent. Donc la sensualité au masculin, pour moi, elle véhicule le package des croyances qui va avec. Parce que j'ai dû enlever des couches comme un oignon, quoi, enlever des peaux et des couches pour pouvoir accéder à cette fameuse sensualité qui est différente, j'imagine, pour tous et toutes, hein. Ce que j'entends, c'est que on a vraiment tendance à assimiler la sensualité directement à la sexualité, à ce côté désir, glamour, alors qu'au final, la sensualité, on a le mot sens dans le mot, ce qui va plus vraiment, si on va à la racine du mot, avoir un lien direct avec la sensorialité, comme tu l'as dit. Ouais, du latin sensu qui a rapport au sens. Il serait bon pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent de se poser la question, ça serait quoi la différence pour vous entre sensualité, sensorialité, intimité, érotisme, sexualité? Enfin, c'est tellement vaste. On n'a pas beaucoup de mots pour exprimer tout ça. Et j'aime à croire que si nos philosophes avaient dit je sens ou je ressens, donc je suis, plutôt que je pense, donc je suis, notre rapport au monde serait complètement différent. Donc intéressons-nous à vraiment profondément aller définir ce qui fait sens pour nous dans tous ces mots dont je parle là maintenant. Pour moi, c'est très très précieux. Et finalement, quand je vais préciser ces définitions, je deviens précis. Tu vois, Céline. Et quand je suis précis, bah, ça devient précieux. Et je vais pouvoir investir dans la relation, ce qui a du sens pour moi. Mais pour moi, ça veut dire que je suis d'accord de sortir la valise et le bagage de trucs de dingue et de croyances et de le package qu'on m'a donné ou que j'ai été d'accord de recevoir. Enfin, c'est tout un joyeux bordel, comme je l'appelle. Ouais. Mm. Et justement, toi, Benjamin, tu t'es intéressé à tout ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à explorer ces thématiques d'intimité, sexualité, érotisme, tout ce que tu as pu nommer auparavant? Déjà d'abord pour toi et ensuite dans tes espaces de travail avec les hommes.
Déjà, c'est parti de l'adolescence où finalement j'ai assez vite compris en regardant mes parents fonctionner que l'histoire de la relation intime, la relation amoureuse, c'était quelque chose qui me nourrissait, puis que à 15 ans, j'étais vraiment persuadé de toute cette poésie dans le couple comme chemin d'éveil. Donc, ce chemin de comprendre qui je suis, j'ai pas envie d'être un homme. Les hommes sont sales, ils pillent le vivant, ils ont les privilèges. Je me sens pas appartenir à cette caste ou à cette case. Et puis finalement, moi, artiste, avec des amis beaucoup femmes, finalement, j'ai pas non plus envie d'être le gentil copain, quoi. J'ai commencé à observer les copains et les hommes autour de moi. Et puis on était nombreux à penser ça, quoi. Ben moi je me sens pas un homme parce que pour être un homme il faut être dans les critères de la virilité, ce que le patriarcat nous propose, nous impose. Et donc bah d'un côté il y a les hommes, j'ai pas envie d'y aller. De l'autre côté il y a quoi? Le féminin. Si je suis pas viril, je suis quoi? Je suis une tapette, je suis un PD, je suis quoi? Donc finalement je suis coincé. J'ai pas envie d'être le gentil garçon, j'ai pas envie d'être non plus l'homme viril. Et aujourd'hui, je sais que mon chemin, ce n'était pas de devenir le vrai mec, le vrai homme, mais plutôt l'homme vrai. Donc authentique, vulnérable, vrai, quoi, tout simplement. Donc voilà pour répondre un petit peu à ta question. Merci Benjamin. Et, bah, tu expliquais que tu avais eu à faire ce chemin de découverte de ce que c'est qu'un homme. Et ça t'a amené à faciliter des cercles d'hommes. Nom d'un clito. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Comment est-ce que tu perçois la manière dont les hommes d'aujourd'hui se connectent à leur propre corps et à leur sensualité, Benjamin? Je vais répondre en deux temps, Céline, si tu le veux bien, parce que se connecter à leur propre corps, à leurs propres sensations, leur propre sensualité, ça serait plutôt le deuxième temps de ma réponse, parce que d'abord, il faut imaginer que peut-être pour des personnes qui nous écoutent, la non-mixité peut être une voie en parallèle. Mais moi, j'ai jamais voulu faire des groupes d'hommes. C'est pas quelque chose qui m'a nourri. J'y avais jamais pensé. Les cercles de femmes, c'est un peu plus connu parce qu'on dit que les filles sont des pipelettes et puis que la communication, ce n'est que pour les femmes. Alors que moi, je connais beaucoup d'hommes qui sont inarrêtables, quoi, des vrais pipelettes. Mais donc, il a fallu se dire que s'il y avait une cinquantaine d'hommes devant moi, il y aurait 50 façons de définir qu'est-ce qu'être un homme. Très rapidement, moi, je suis allé vers des sujets qui m'éclatent et qui sont tellement, tellement riches et passionnants quand on discute avec des hommes qui sont souvent perdus, bourrés de peur, bourrés de contradictions, d'incohérences. Et donc, c'est ça le chemin, c'est de se dire, bah, c'est en deux étapes, quoi. La première étape, c'est de dire, waouh, je suis en train de comprendre que toutes les valeurs prônées dans la société ne me conviennent pas. Mais si je les réfute et je fais le déni de ça, mais je vais mourir, mais je suis qui? Donc je pense au documentaire sur l'andropause là, qui s'appelle la débandade. Je pense à des hommes qui ont des problèmes d'érection dans leur vie, des burn-out, toutes sortes de choses qui disent mais moi j'arrive plus à, ça me correspond pas en fait toutes ces normes. Donc ça c'est la première étape. Et une fois qu'ils ont bien gratté là-dedans, bah là, on va pouvoir créer un peu des nouvelles dynamiques, quoi. Mais c'est quoi pour toi l'érotisme? Et toi, dans ta vie, qu'est-ce que t'aimes? Donc là, il y a une phase dynamique, créative. Mais la première phase, elle est souvent douloureuse. C'est une forme d'accouchement, quoi, quelque part. C'est un peu initiatique. Mhm. Il se passe pas grand-chose pour les hommes en termes d'initiation. Peut-être que l'initiation, c'est tu seras un homme, mon fils. Qu'est-ce qui se passe quand la tribu, elle fait passer le jeune garçon à l'âge adulte, entre guillemets? Il y a une vraie initiation. Et donc moi j'ai participé à des groupes d'hommes qui sont des initiations à une forme de masculinité et qui m'ont permis de grandir. Vraiment. Même si je n'ai pas eu de puberté comme les corps de femmes où il y a des règles, il y a vraiment la possibilité de donner la vie. Euh, c'est chamboulant pour des hommes de comprendre qu'en fait ils sont complètement incohérents et puis que le matin ils sont joyeux, l'après-midi ils sont en colère, le soir ils ont dit ça, après non, moi je n'ai qu'une parole, je m'engage comme ça ou comme ça. Et donc c'est ok d'être incohérent. On le voit bien aujourd'hui dans le monde, mais c'est un vrai chemin quoi. Et pour moi,
Pour moi, c'est d'abord, j'expérimente, moi, de mon côté. Et puis je digère, je mastique, j'intègre, j'essaye de reformuler. Et puis je crée une proposition, je facilite un cercle de parole justement en non-mixité. Et en même temps, en parallèle, je continue à confronter sainement, confronter joyeusement, en invitant d'autres personnes pour qu'il y ait aussi l'autre moitié de l'humanité qui soit là, pour qu'on puisse aussi se dire que on est tous et toutes ensemble et que peut-être en parallèle, c'est quand même merveilleux, très confrontant d'aller avec d'autres hommes, parce que beaucoup d'hommes ne sont pas à l'aise de parler d'intimité, de toutes sortes de choses quand ils sont même avec leurs meilleurs amis. Parce que on donne des conseils, mais finalement, mais tu me coupes la parole, mais je t'ai même pas demandé. Enfin, écoute-moi, écoute-moi. Donc il y a tous, c'est en différentes couches. De nouveau, tu vois, Céline, il y a des étapes. Donc quand les hommes sont suffisamment aguerris, où ils se voient une fois par mois, et ils commencent à se connaître, à se sentir en confiance et à suffisamment être d'accord d'écouter les autres, d'être entendus aussi, eh bien peut-être que là, ils sont à un moment prêts à se poser des questions sur eux-mêmes. Mais c'est vrai que tout seul, c'est comme quand on va chez le psy, quoi. On pourrait y aller une dizaine d'années, alors que peut-être un groupe d'hommes où je n'ai rien d'autre qu'à écouter, à faire qu'à écouter, peut-être j'ai même pas besoin de parler. Bah là, je vais être dans une rapidité, peut-être où du coup, en quelques mois, je vais vivre un énorme changement en moi parce que j'écoute les autres. Et ça, c'est un sacré cadeau parce que peut-être j'ai grandi avec l'idée que la sexualité, c'est ça. L'érotisme, c'est ça, c'est les films porno, c'est voilà, parce qu'encore une fois, hein, l'initiation chez les jeunes garçons, c'est alors t'as mis ton pénis dans un vagin? Enfin, je veux dire, on a 14 ans, 16 ans, 11 ans, 18 ans, j'en sais rien. Mais c'est ça l'initiation? Non, mais sérieusement, on nous guide rien du tout, quoi. Et tout ça, ça s'effrite, en fait. Donc le fait de dire, bah moi j'ai peur, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Et vous les mecs, vous en pensez quoi? Comment vous faites, vous? Ah bah là, on crée une nouvelle forme de fraternité. Ça, c'est un mot dont je n'ai pas parlé encore. Et tu vois, quand on grandit, nous, garçons, moi, avec la compétition, moi, je suis quelqu'un de mince, on va dire efféminé, mais j'ai pas envie d'être efféminé, j'ai envie d'être moi. J'ai... Donc, ça veut dire que je me construis comme garçon en opposition totale aux filles. Donc, si j'ai une forme de sensualité, de sensibilité, de rapport à la poésie, à la musique et à l'art, je suis efféminé. Mais c'est horrible, on voudrait pas créer des nouveaux mots, sérieusement. Ce que tu dis, Benjamin, ça m'a fait penser, j'ai eu cette image de ces hommes qui peuvent participer au cercle d'hommes, qui peuvent avoir un petit peu la pièce du puzzle entre on est un garçon, un petit garçon, puis paf, on devient un homme, puis entre deux, on ne sait pas trop comment ça se passe. Ce que j'entends, c'est que dans les cercles, même s'il y a ce côté pas toujours confortable, parce qu'il faut quand même aller voir et se regarder en face, il y a une forme de douceur, tu peux avoir quand même une forme de sécurité aussi si tu vas régulièrement dans les mêmes cercles, que tu vois les mêmes participants. Et ça me fait penser à... je me rappelle plus comment ça s'appelle, tu pourras peut-être m'aider. De temps en temps, tu le vois dans ces fraternités, là, ces universités américaines où tout d'un coup ils font des soirées. En fait, c'est un passage, un rite de passage qui est hyper violent, je trouve. Donc, je trouve que c'est beau de pouvoir aussi proposer quelque chose de doux pour entrer dans la vie d'homme. Est-ce, est-ce que c'est quoi ton avis là-dessus, Benjamin? Bah, en fait, c'est une forme de bizutage, ce dont tu parles. En français, en franglais, on va parler du Boys Club. C'est comme ça que ça s'appelle. Euh, donc, du coup, ces fraternités, ces groupes ne sont que des formes de domination. Parce que on va faire passer un jeune garçon pour que il puisse boire de l'alcool, qu'il puisse, on va obliger un garçon à, à faire des choses qu'il n'aurait pas envie, ou en tout cas, on va l'obliger à faire des choses qui ne sont souvent pas douces pour
affirmer cette virilité, qui est donc une domination d'un groupe sur le même groupe, quoi. Peu importe, mais en fait, il y a une forme qui n'est pas douce, comme tu le disais. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Ben, il y a surtout le masculinisme. Il y a surtout les incels qui sont des groupes très très puissants. Donc incels, c'est les involuntaires celibates, donc c'est les célibataires involontaires qui sont dans, bon, ça vient des États-Unis, mais c'est surtout à travers la planète maintenant. Et donc ce sont des garçons, des hommes, grâce aux réseaux sociaux, qui vont mettre la faute sur les femmes. Et donc, ils sont célibataires, mais c'est pas de leur faute. C'est de la faute de ces femmes qui mettent des mini-jupes, c'est de la faute de toutes sortes de choses. Et donc, ils vont tellement s'auto-congratuler et s'auto-rassurer que c'est ça qui est la vérité. Ça devient une forme de secte, hein. Et donc, il y a depuis une quinzaine d'années, à travers le monde, des assassinats de jeunes filles dans la rue, des hommes qui se filment en train de tuer des jeunes filles et de se mettre la mort derrière. Le masculinisme, il y a des groupes de parole, il y a des formations en ligne de comment un homme doit avoir une voix qui porte, comment il se montre mal dominant, comment il va pouvoir être le chef de la meute, comment il va devoir créer du muscle, créer une posture, changer sa voix, apprendre des nouveaux mots pour contraindre son environnement et notamment sa femme. Si possible, on est dans le monde cisgenre, hétéro, blanc, en forte majorité et surtout non racisé, sans handicap et souvent parfois avec un peu d'argent, hein, donc quand même une couche sociale aisée ou semi-aisée. Et donc l'idée, c'est d'apprendre des mots pour contraindre son épouse à rester à la maison, à faire la vaisselle et à être ce que mes arrière-grands-parents faisaient déjà à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, on a compris que la liberté individuelle, elle est bafouée et on se pose trop de questions alors que juste à quelques centaines de kilomètres d'ici, je veux dire, il y a tellement de gens qui savent même pas s'ils sont encore vivants le soir, où est-ce qu'ils vont dormir et qu'est-ce qu'ils vont manger, est-ce qu'ils auront encore un peu d'eau pour s'hydrater le soir. Donc il y a des guerres un peu partout. On se pose ce genre de questions alors qu'il serait bon de se regarder d'abord soi-même, effectivement. Donc, la, la suite de ma réflexion, c'est la puissance de la douceur ou la douce puissance. Est-ce que la douceur pourrait avoir un impact? Mhm. Est-ce que cette puissance, elle pourrait être douce? Est-ce qu'on n'est pas on n'est pas obligé de prendre des gants de boxe? Est-ce que ça pourrait être méga, mais vraiment très très puissant avec la douceur? Ça veut dire que je pourrais vraiment imaginer un changement radical. Et je sais que si la plupart, en tout cas en Occident, des personnes qui se disent hommes pouvaient faire quelques cercles d'hommes, des cercles de parole, et puis on est aussi des êtres corporels, donc on dit cercle de parole, mais souvent il y a du corps, hein. Si je parle pendant 4 5 heures sans bouger, je dois aussi mettre mon corps en mouvement, hein. Et donc si je pouvais imaginer que tous les hommes fassent à un moment comme à l'époque le service militaire, et encore dans beaucoup de pays, c'est encore obligatoire. Il y a un formatage énorme euh, des corps masculins qui souffrent depuis quasiment 5000 ans. Donc je renvoie au formidable petit livret de mon amie Karen Cayuela qui s'appelle Le corps sensuel masculin. Elle a étudié 5000 ans depuis Gilgamesh, donc en moins 3000 avant notre ère, avant Jésus-Christ, comment l'Antiquité romaine et les Grecs, les Spartiates, comment le Moyen Âge, comment l'âge d'or, comment on a contraint les corps d'hommes. Le service militaire, c'est une contrainte. Comment on a cassé les corps d'hommes, comment mais vraiment cassé au sens fort du terme, quoi. Et donc aujourd'hui,
Quand on dit impact, quand on dit rentabilité, quand on dit puissance, forcément, c'est difficile, c'est douloureux. Mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir de la douceur tout en ayant un impact? Et donc, je me suis vraiment intéressé au cycle dans les corps masculins, parce que pour moi, ça fait partie d'une forme de sensualité, une forme d'érotisme. Je me lève le matin, comment je me sens. Et finalement, on va parler non pas des cycles menstruels, parce qu'on sait bien que jusqu'à preuve du contraire, les corps masculins ne peuvent pas donner la vie. Donc, il y a pas de choses visibles, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cycle de 28 jours. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas des cycles tout de même? Est-ce qu'il n'y aurait pas une érection le matin? Est-ce qu'il n'y aurait pas une addiction à l'alcool le vendredi soir ou le dimanche soir? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui reviennent, des rythmes, des périodes? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses tous les jours, comme un cycle dans une journée, avec une période active, corporelle, une période intellectuelle, une période de repos? Est-ce que, t'es plutôt du matin, t'es plutôt du soir? Est-ce que j'ai des pulsions autour de la nourriture? Est-ce que j'ai un désir sexuel? Et Olivier, sexothérapeute de Love Health Center à Bruxelles, il a carrément créé un petit carnet pour noter, pour que les hommes puissent noter au journalier, hein. Et donc, je me suis intéressé à ces cycles et il y a une année, j'ai pris ma caméra et je suis parti à la rencontre de 16 hommes de 30 à 65 ans qui m'ont raconté, donc c'est un documentaire qui s'appelle Des cycles et des hommes, qui est sur mon site internet en participation libre et consciente, et ils nous racontent ce que c'est pour eux des cycles. Qu'est-ce que ça veut dire dans des corps masculins, des mecs qui ont grandi en France et en Suisse, et en Belgique, c'est là où je me trouve, et ils racontent c'est quoi des cycles. Mais excusez-moi, mais les cycles et sont tellement connectés à nos sens, à notre rapport au monde, à cette sensorialité, à cet appétit d'être en vie. Et donc, si à un moment je ne respire plus, si mon cœur ne bat plus, bah, je suis mort. Et donc forcément, j'espère bien que j'ai des cycles. J'espère bien que je suis incohérent et que je suis joyeux, je suis en colère, je suis perdu, je suis incohérent, je suis précis, peu importe. Mais arrêtons de dire que du 1er janvier au 31 décembre, les hommes doivent être performants de 8 heures à 18 heures et il n'y a jamais rien qui dépasse. Mais ils sont morts. Donc revenons au cycle du vivant, quoi, à nos propres saisons intérieures qui sont en écho avec l'extérieur, quoi. Mhm. Et on a tous et toutes des injonctions, hein. Là, je parle du prisme d'un homme qui a travaillé avec des hommes pendant des années, qui a observé des centaines d'hommes. Mais j'imagine bien aussi qu'il y a un prisme et une violence inouïe dans des injonctions sur le corps féminin. Euh, donc là, je parle que de ce regard d'un homme sur les hommes et de ce que je comprends. On est d'accord? Mhm. Absolument. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!